Salut à tous, aujourd'hui on va parler optique, ça va être super intéressant, optique ciné plus précisément. Puisque oui, ici j'ai le Viltrox 33 mm t 1.5. Ils ont sorti vraiment toute une nouvelle gamme pour les capteurs APS-C / Super 35. Alors déjà, ça serait bien de commencer par là. Qu'est-ce qu'une optique ciné et surtout quelle est la différence avec une optique photo? Alors celle-ci elle est un petit peu vieille mais ça suffira largement pour l'exemple. Par définition, une optique ciné elle va être complètement différente, que ça soit du point de vue du rendu et aussi de la carrosserie, qu'une optique photo, tout simplement parce que les besoins sont bien différents. Par exemple, une optique photo, eh bien, si par exemple tu as plusieurs focales fixes, si tu changes d'optique, eh bien tu t'en fous un petit peu d'avoir exactement le même rendu à telle ouverture, alors qu'au cinéma, c'est extrêmement important d'avoir le même rendu entre chaque optique à telle ouverture. Tout simplement parce que tu te doutes bien, si tu pars avec une valise d'optique et que chaque optique a un rendu différent, à chaque fois que tu vas changer de valeur de plan, tu vas avoir un rendu différent. Donc déjà, à l'étalonnage, ça peut être littéralement une galère et surtout d'un point de vue visuel, eh ben, ça va se remarquer. C'est également pour ça qu'on n'utilise pas les mêmes unités d'ouverture entre une optique ciné et une optique photo. Là, sur une optique photo, bah, c'est habituel, hein, on va être en f-stop, donc f1.4, f1.8, f5.6, enfin bref, tu connais. Alors que sur une optique ciné, on va être en t-stop. Et là, c'est bien différent. En f-stop, en fait, on va calculer la taille de l'ouverture, alors qu'en t-stop, ça va être beaucoup plus précis puisqu'on va prendre en compte la transmission de la lumière à travers l'objectif. Si tu prends plusieurs optiques photo en f-stop et que tu les mets côte à côte à une ouverture bien précise, eh bien on n'aura peut-être pas forcément la même exposition, tout simplement parce que ça sera moins précis qu'en t-stop. En t-stop, vraiment, que tu te mettes à par exemple 2.8 ou à 1.5 sur plusieurs optiques, normalement tu auras exactement le même rendu entre toutes les optiques. Les optiques ciné sont également pas du tout carrossées de la même manière, ça c'est le truc le plus flagrant. Tu vois, généralement on va être sur quelque chose de complètement en métal, c'est pour ça que c'est beaucoup plus lourd. Les lentilles sont également parfois beaucoup plus grosses. On va avoir des bagues crantées, tu le vois, avec des courses très très longues et vont être graduées en fit et ou généralement en métrique. Pourquoi les bagues de mise au point sont graduées en fit? Tout simplement parce que c'est plus précis que le métrique. Et on va avoir également notre bague d'ouverture qui n'est pas crantée comme sur une optique photo, mais qui est vraiment très smooth. Ces bagues crantées là, ça va nous permettre de mettre soit des follow focus ou des moteurs de mise au point pour un contrôle à distance. Les montures vont également être différentes, alors même si aujourd'hui, si toutes les optiques qui sortent sur le marché vont avoir vraiment un large panel de choix de monture, le plus répandu au cinéma, ça va être la monture PL. Donc c'est vraiment une grosse monture qu'on va venir mettre sur une bague ou directement sur la cam, ça dépend comment elle est équipée. Et ensuite on vient verrouiller l'optique. En ce qui concerne le rendu, ça va également être complètement différent. Sur une optique photo, on va chercher à avoir quelque chose qui va nous permettre de tirer le maximum de résolution sur notre capteur. On cherche à avoir une optique avec le moins de défauts, le moins d'aberrations, le moins de flair possible. Alors que sur une optique ciné, eh bien au contraire, on va être sur quelque chose de beaucoup plus doux, moins contrasté. Les flairs vont également être complètement différents. Alors après ça dépend si on a de l'anamorphique ou pas, mais on va pas rentrer dans ce sujet là. Enfin bref, on cherche à avoir quelque chose le plus agréable à regarder et pas quelque chose de vraiment hyper net. Bref, tout ça pour dire qu'une optique ciné c'est tout simplement une carrosserie avec des optiques, là où sur une optique photo, et bien en fait tu les payes super cher parce que voilà, tu payes les nouvelles technologies de moteur, tu payes les nouvelles bagues qui sont complètement numériques. Attention, là je parle bien d'une optique ciné et pas d'une optique vidéo, puisque les constructeurs l'ont bien compris que maintenant les vidéastes ont besoin de quelque chose à la fois pour faire de la vidéo et à la fois pour faire de la photo. C'est pour ça qu'on retrouve généralement toutes les nouvelles optiques qui sortent sur le marché, quelque chose de beaucoup plus polyvalent qui est capable de s'adapter à la fois en vidéo et à la fois en photo. Donc on va avoir des réglages de smoothness de la bague de zoom, on va avoir des réglages de clic pour la bague d'ouverture. Allez, c'est pareil, maintenant on va s'attarder sur cette optique. Donc on est ici sur le Viltrox 33 mm t 1.5. Donc déjà comme tu peux le voir, on est sur une construction qui est entièrement en métal, hein, ça je te l'ai détaillé. On va être sur une monture ici E, voilà, moi je l'ai pris pour mes appareils Sony, mais bien sûr c'est dispo pour toutes les montures sur le marché. Et comme je te l'ai dit tout à l'heure, on est ici pour couvrir de l'APS-C du Super 35. Donc si tu comptes acheter une optique ciné, fais bien attention au champ de couverture de l'optique, parce que parfois on se retrouve sur des optiques ciné qui sont vraiment pas chères, on se dit tiens je vais l'acheter, et quand on la reçoit, mauvaise surprise, et bien en fait c'était pour de l'APS-C. Tu peux également l'utiliser avec un full frame, il n'y aura aucun problème, mais il faudra bien passer en crop Super 35, en sachant que ton capteur full frame doit disposer de suffisamment de mégapixels pour pouvoir filmer en 4K en APS-C. Par exemple sur un A7 IV qui a 33 millions de pixels en full frame, si je passe en APS-C, il n'y aura pas de problème, je serai toujours sur de la 4K. En revanche, sur ma FX3, qui a un capteur de 12 millions de pixels, donc pour faire de la 4K, si je passe en APS-C, eh bien je vais filmer en HD. À l'avant, on va être sur un diamètre de filtre de 62 mm, hein, tu le vois, hein, c'est vraiment une toute petite optique, elle est vraiment plutôt légère. Celle-ci, elle fait 510 grammes et voilà, on est aux alentours des 500, 540 en fonction de l'optique de la série que tu vas choisir, en sachant qu'on a du 23, du 33
et du 56 mm. La bague de mise au point, comme je te l'ai dit tout à l'heure, elle est vraiment très longue et puis graduée hein, forcément. On est sur une graduation à la fois métrique et en fit, tu vois, de chaque côté. Alors par contre, elle se superpose pas, hein, c'est vraiment de chaque côté qu'on va avoir les graduations. Et on va avoir également notre bague d'ouverture qui ouvre de T1.5 à T16. En termes de distance minimale de mise au point, sur celle-ci, on va être de 40 cm. Mais après, sur le 23, on va être de 30 cm et sur le 56 à 63 cm. On va avoir 14 lamelles au niveau du diaph, donc c'est vraiment génial. Il y en a vraiment beaucoup, ce qui va nous permettre d'avoir vraiment de super belles billes de bokeh. Et enfin, j'allais oublier, on n'est pas sur une optique tropicalisée. Voilà, donc je pense que j'ai tout dit. Maintenant, on va passer directement sur le Mac et puis on va voir un petit peu les tests que j'ai pu faire avec. On est parti pour le premier test, le Focus Breathing, et on peut voir qu'il est vraiment très marqué sur cette optique. Alors le Focus Breathing, c'est quoi? C'est cet effet de respiration, tu vois, quand on va changer de rapport de mise au point entre l'infini et notre valeur minimale. Et donc on peut voir qu'il est vraiment très marqué sur cette optique. On a vraiment cet effet de respiration qui est bien notable. Et on marque aussi, hop, juste là, de l'aberration chromatique, tu vois. Tout au niveau de la table, tu vois, on va avoir cette lame rouge qui est juste là. Ça, c'est purement de l'aberration. Et puis je peux te montrer d'autres exemples. Par exemple ici, tu vois, hop, si je mets pause, est-ce qu'on peut voir, voilà, à ce niveau-là, sur la brindille, on va avoir du rouge, et puis je suis sûr qu'on peut retrouver du vert à certains endroits. Ça, c'est purement quelque chose qu'on va retrouver sur les optiques entrée de gamme, ce genre d'aberration. Ça m'étonne pas du tout. J'avais déjà testé une autre optique Viltrox entrée de gamme. Et bah forcément, on va retrouver de l'aberration, du coma. Par exemple, sur tout ce qui est plan de nuit, où est-ce que je peux trouver ça? Hop, ici, alors là, j'ai filmé un peu à l'arrache la lune. Mais bref, là, on peut voir que c'est clairement notable. Hein, tout autour de la lune, on va retrouver ce petit anneau violet, rouge, bleu. Enfin voilà, ça c'est de l'aberration. Et puis j'ai pas testé, mais je suis sûr que sur les étoiles, on va retrouver du coma. Alors les comas, c'est cet aspect de croix sur les étoiles. Ça, c'est quelque chose qu'on veut pas du tout. Alors après, ça dépend de ton utilisation et surtout de ton budget, hein, parce que c'est quelque chose qui est malheureusement inévitable, surtout sur l'entrée de gamme. En ce qui concerne le bokeh, les petites billes de lumière, donc là on peut voir qu'elles sont vraiment très belles. Et j'ai pas noté de billes en forme d'œil de chat. Alors généralement, c'est ce qu'on va retrouver sur des optiques vraiment entrée de gamme, voire même un peu plus cher, hein. Et on va retrouver généralement sur les bords de l'image des billes qui sont pas forcément bien rondes, mais qui sont un petit peu écrasées. Et là on peut voir que on n'a pas du tout cet effet là. Par contre, on retrouve toujours de l'aberration, tu vois, au niveau de la bille blanche, par exemple au centre, on a cet aspect bleuté un peu vert. Tu le vois bien, hein, vraiment les billes au centre, les billes sur les côtés, elles sont bien rondes. Maintenant, justement, parlons un petit peu du rendu et des flares. Donc là, on peut voir qu'on est sur une image tournée avec le 2470 GM2 que m'a gentiment prêté mon ami Mathis. Donc là, on peut voir que bah voilà, c'est quelque chose qu'on est tout à fait habitué. Donc on a effectivement des flares, mais c'est vraiment pas du tout esthétique. Alors après, on est un peu surex. Et hop, tout de suite, on passe sur l'optique ciné. Donc là, on peut voir que, alors effectivement, on est sur une image qui est bien exposée, donc ça change, mais au niveau des flares, c'est complètement différent. Ça, c'est vraiment quelque chose qu'on a noté tout de suite avec Mathis entre une optique photo 24-70 et l'optique ciné. Donc là, on peut voir qu'on a vraiment de très jolies petites lamelles. On a également des petits flares parasites qui sont juste là, mais ça, on va en reparler. On peut également le retrouver juste là. Donc là, on est avec le 24-70 Sigma Art cette fois-ci. Donc c'est celui que j'ai l'habitude d'utiliser. Voilà, on est effectivement surex, mais on peut voir qu'au niveau du soleil, on retrouve pas du tout de lamelles, tu vois. On a un petit peu, mais ça reste quelque chose de vraiment très brut, entre guillemets. Maintenant, je vais passer sur l'optique ciné, tu vois, c'est juste là. Alors cette fois-ci, on est bien exposé pour pouvoir bien voir les flares, mais tu vois, ça n'a clairement rien à voir. On a des très jolies petites lamelles. Si j'avance un petit peu dans le clip, il me semble que c'est même encore plus joli, tu vois, juste là. Après, on a également des flares parasites, tu vois, juste là. Et ça, je peux te le montrer avec un petit exemple. Donc, on a effectivement les petits flares autour des lampadaires. Mais on a également des petits flares, entre guillemets, parasites. Moi, je les appelle comme ça, hein, des petits lens flares. Voilà, ils sont juste là, tu vois. Regarde comment ils se baladent. Hop, et ça, c'est quelque chose qui n'est pas du tout voulu. C'est pas du tout esthétique. Hop, maintenant, ils passent sur la gauche. Là, on les a perdus. Et hop, il revient, il est juste là, il se balade. Donc ça, c'est quelque chose qu'on veut pas du tout. Et sur la plupart des clips, il me semble que dès qu'on a une source qui est plutôt forte, après, ça sera plus ou moins esthétique. Là, c'est vrai que sur le lampadaire, c'est vraiment pas joli, ce petit flair là qui se balade. Sur des voitures, donc là, on peut voir que effectivement, on retrouve ces petits flairs qui sont juste là, ces petites lamelles là autour du phare. Et on a également, tu vois, cette petite traversée de lumière qui est juste là. C'est encore plus visible sur la voiture du fond à ce niveau là.
tu vois. Ça donne vraiment cette sensation comme si la voiture éclairait au loin, donc ça je trouve ça plutôt joli. Même sur ce prochain clip, tu vois, on le voit vraiment bien le flair au niveau de la vitrine, ça je trouve ça plutôt joli, même parfois c'est même un peu trop marqué, mais je sais pas si c'est caractéristique de cette optique là ou des optiques ciné en général, ça sera à tester dans le temps, ou s'il y en a qui ont déjà testé plusieurs optiques ciné, n'hésitez pas à me dire ça dans les commentaires, mais tu vois, je trouve ça vraiment plutôt joli. Maintenant, en ce qui concerne le rendu de cette optique, et puis même par rapport à une optique photo, là j'ai été très impressionné. En fait, je vais carrément te donner un exemple. La première fois que je suis sorti pour tester cette optique là, j'ai sorti en premier le 24-70 et comme d'habitude je trouve que c'est quand même très net, très sharp, et donc j'ai voulu mettre un filtre mist comme à mon habitude. Malheureusement j'ai pété mon 1.8, du coup j'ai mis un 4, c'était un peu trop intense, mais voilà, j'avais que ça sous la main et j'arrivais pas à avoir ce que je voulais, donc je me suis dit allez, on passe à l'optique ciné, et là tout de suite en fait même pas besoin de filtre, même pas besoin de faire quoi que ce soit, juste je passe en APS-C et j'avais exactement le rendu que je voulais. Le bokeh je le trouve vraiment très très joli, de très très belles billes, donc voilà, j'aime beaucoup le rendu que ça apporte. Et bien voilà pour mon test, donc en conclusion du focus breathing, de l'aberration chromatique, un très joli bokeh, le rendu je l'aime bien, on a quand même pas mal de lens flare dit parasite, moi j'appelle ça comme ça, je sais pas si c'est un nom vraiment précis, pas d'œil de chat sur les billes de bokeh, donc ça c'est plutôt appréciable. Donc finalement rapport qualité-prix, franchement je pense que c'est ce qu'on retrouve sur le marché, parce que ça reste une optique qui me semble à 350-400 €, un truc comme ça. Alors après je t'invite à regarder les benchmarks avec TT Artisan, ils font des optiques ciné, et puis Sirui notamment. Alors Sirui ils sont quand même un peu plus haut de gamme, mais ça reste un peu dans les mêmes tranches de tarifs quand même. Pour les optiques ciné entre guillemets grand public sans que ça soit de l'anamorphique, ça dépend si c'est de l'APS-C ou du full frame, et voilà, il faut compter un tarif entre 400 à 1600 € pour des focales fixes bien sûr. Tu testeras au début, tu feras tes premiers tests, mais tu verras que faire la mise au point comme ça en manuel directement avec la bague à la main, c'est vraiment pas très agréable, donc il faudra peut-être investir dans un follow focus. Alors follow focus manuel, donc ça va directement venir se plugger sur le côté, il va falloir investir dans des tiges et puis une base plate pour pouvoir mettre tes tiges de 15, donc ça, les tiges plus la base plate, ça dépend ce que tu prends, mais tu vas être aux alentours des 40 €. Alors après le follow focus manuel qui va venir se mettre sur le côté, tu vas voir, c'est un workflow à avoir, mais on va être entre 50 à 150 €, voire même 200 €, ça dépend ce que tu prends. L'avantage c'est que c'est pas très très cher. Le désavantage par contre c'est que voilà, il faut faire la mise au point en même temps que tu cadres. Enfin bref, en tout cas tu seras juste à côté de la caméra, ou sinon tu vas investir dans un système qui est beaucoup plus moderne, et puis c'est ce qu'on retrouve sur les plateaux. Ce genre de système, tu vois, follow focus motor plus la focus wheel, tu vois, juste là. Alors ça c'est le Tilta Nucleus Nano 2, je te présenterai ça sur la chaîne. Je l'ai acheté pour le Black Friday, il a été vraiment pas cher pour le coup. Un follow focus motor, ça dépend encore une fois de si tu achètes plusieurs moteurs, pourquoi pas, parce que généralement dans les kits tu as un seul moteur, mais on a plusieurs bagues sur une optique ciné, notamment si tu as un zoom ou si tu as une matte box avec un filtre ND variable. Ce genre de système, on va être entre 150 € d'occasion à 1000 €, voire même beaucoup plus en fonction des systèmes. Donc voilà, c'est quelque chose à noter aussi dans le tarif. Et bien voilà, je pense qu'on a tout dit, j'espère ne pas m'être trop trompé sur les optiques ciné, peut-être que j'ai oublié certaines choses, mais n'hésitez pas à compléter dans les commentaires. Sur ce, je te mets bien sûr tous les liens dans la description, n'hésite pas à regarder un petit peu ce qui se passe au niveau des concurrents. N'hésite pas à mettre un pouce bleu si cette vidéo t'a plu, à t'abonner pour en voir plus, à partager cette vidéo et à me suivre sur Instagram, ça me soutient vraiment. Et puis sur ce, on se retrouve pour une prochaine vidéo. Allez, salut!